à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce mardi 24 mars. La principauté se prépare à accueillir le pape Léon XIV. Il sera ce samedi à Monaco. Nous évoquerons les temps forts de cette visite et les modalités de déplacement. Quelles sont les clés de l'attractivité monégasque? Une question posée lors du petit déjeuner conférence de la Jeune Chambre économique ce matin qui avait pour invité Ludmila Rakona-Legoff. Un escape game pour sensibiliser aux addictions. Près de 500 élèves de seconde de la Principauté participent cette semaine à cette expérience immersive. Et puis nous recevrons ce soir Philippe Pastor. L'artiste monégasque partagera avec nous son actualité, dont sa présence à la TEFAF de Maastricht. C'est un événement historique. Le 28 mars prochain, Leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène accueilleront le pape Léon XIV à Monaco. Et c'est toute la principauté qui se prépare à recevoir le souverain pontife. Sa visite se déroulera autour de plusieurs lieux emblématiques, le palais princier, la cathédrale de Monaco, l'église Sainte-Dévote et le stade Louis II. Christian Venard revient sur les temps forts et les symboles de cette journée au micro d'Alexandra Pani. C'est en ce sens-là que c'est un très très beau voyage, je pense, qui se prépare, parce qu'entre la séquence du palais, avec les monégasques, les résidents monégasques sur la place du palais, la famille princière, on est dans ce côté famille de Monaco, qui est une des images de Monaco que peu de gens connaissent finalement. La cathédrale, où on aura ce côté société civile, société religieuse, imbriquées l'une et l'autre pour écouter le Saint-Père, dans un moment de prière. Puis le passage à Sainte-Dévote avec la jeunesse. Le pape va parler 20 à 25 minutes, donc ce sera sûrement un très grand discours du pape. Et puis pour nous, c'est Sainte-Dévote, comment on a en tête l'embrasement de la barque, notre Sainte bien-aimée, puis cette grand-messe, je crois que c'est un très très beau programme qui va vraiment permettre à toutes les facettes d'un Monaco peut-être pas assez connu à l'extérieur, d'être mieux connu au-delà des paillettes, des Instagrammeuses et autres choses qui parfois font trop de mal à notre image à l'extérieur. 3 zones seront accessibles au grand public pour permettre au plus grand nombre de suivre cette visite apostolique. Et forcément, la principauté s'organise pour accueillir au mieux un afflux important de personnes. Bonsoir Christinda Petit-Homel, il faudra prendre ses dispositions pour venir à Monaco ce samedi. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. La venue du pape va générer une forte affluence, vous vous doutez bien. Et pour éviter les bouchons, le conseil principal est simple, privilégier les transports en commun. Côté train, un service renforcé sera mis en place. Les TER circuleront toutes les 15 minutes entre Cannes et Menton et toutes les 30 minutes entre Menton et Vintimille. Les premiers trains vers Monaco partiront dès 5h39 de Cannes et les derniers quitteront la Principauté après 1h du matin. Et est-ce qu'il y aura aussi des aménagements du côté des bus de la région, Christinda ? Alors, bonne question, Émilie. Plusieurs lignes seront adaptées. Les lignes 600 et 80 auront des arrêts de substitution et les lignes 603 et 605 fonctionneront bien tout en évitant certains arrêts. En complément, des autocars spéciaux transporteront les fidèles depuis Nice ou depuis des parkings désignés directement vers la Principauté, Émilie. En voiture, il faudra anticiper ces déplacements ? Oui, là, l'accès sera organisé pour fluidifier le trafic. Il convient de privilégier l'entrée ouest de la Principauté, côté jardin exotique, afin de stationner directement dans le parking des Salines, puis, en cas de saturation, vers d'autres parkings desservis gratuitement par les autobus de la ville. Et dans Monaco, Christinda, est-ce qu'il y aura des restrictions de circulation ? Eh bien là, la circulation intramuros sera bien sûr limitée dans les quartiers de Monaco-Ville, Condamine et Fontvieille. L'idée est de sanctuariser les zones autour des lieux officiels pour la sécurité et le confort des participants. Mais il est important de répéter que la Principauté est accessible avec ses commerces et restaurants qui demeureront ouverts toute cette journée.
Eh bien, merci Christinda pour toutes ces précisions. Rappelons que la visite apostolique du pape Léon XIV en principauté sera à suivre en direct sur Monaco Info toute la journée à partir de 8h45. La Jeune Chambre économique a organisé ce matin un petit déjeuner conférence au Méridien Beach Plaza. Il avait pour invité Ludmila Racona-Le Goff qui est venue présenter les clés de l'attractivité monégasque. Les détails de Fabien Bonilla et Marie-Ève Béhy. La Jeune Chambre économique a organisé ce mardi matin son premier petit déjeuner conférence de l'année. Il s'agissait là d'une discussion avec Ludmila Racona-Le Goff, la déléguée en charge de l'attractivité auprès du ministre d'État. L'attractivité est un des piliers de la Jeune Chambre économique de Monaco. Ça fait partie de nos 3 actions majeures avec l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc c'est tout naturellement qu'on s'intéresse à l'évolution de l'attractivité de Monaco. On a eu le droit à la refonte de la cellule attractivité. Donc forcément, c'est un sujet qui nous a intéressés. Et donc on avait envie que Mme Racona-Le Goff puisse présenter sa nouvelle équipe, son nouveau plan d'action qui s'inscrit naturellement dans les missions et les actions de la Jeune Chambre. Pendant plus d'une heure, Ludmila Racona-Le Goff a présenté l'organisation et les missions de son équipe, ainsi que les clés de l'attractivité monégasque. Il y a évidemment notre stabilité institutionnelle qui est absolument exceptionnelle dans le monde d'aujourd'hui, la sécurité, notre offre éducative et notre offre de soins, mais aussi notre économie qui est extrêmement diversifiée, ce qui est exceptionnel pour un territoire aussi petit. Et Monaco, c'est une terre d'entrepreneurs, c'est une terre où il fait bon travailler, où il fait bon vivre. Et c'est exactement le message que nous devons porter à l'extérieur, parce qu'au final, c'est véritablement une question de perception. Et notre rôle, c'est de faire évoluer cette perception pour porter le message sur la réalité de notre pays à l'extérieur. Prochain petit déjeuner conférence organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco en mai concernant la loi sur la rupture conventionnelle avec comme invité le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau. Le gouvernement princier a renouvelé son partenariat avec l'Institut de droit humanitaire de San Remo. Cet accord de financement vise à soutenir les activités de formation juridique organisées par l'Institut italien. La ministre des Relations extérieures et de la coopération Isabelle Béraud Amadei et Giorgio Battisti, président de l'Institut de droit humanitaire de San Remo, évoquent ce renouvellement de partenariat au micro d'Alexandra Pani. Aujourd'hui, on assiste à une multiplication des conflits dans le monde. Aujourd'hui, nous avons environ 130 conflits et donc avec des conséquences importantes sur les populations civiles. Il y a plus de 90 millions de personnes qui sont affectées par ces conflits et notamment qui sont contraintes de quitter leur lieu d'habitation, d'être déplacées ou bien réfugiées. Et donc le droit international humanitaire est essentiel. On assiste aussi à un affaiblissement des aides des États en matière d'aide humanitaire. Il était important pour nous de rappeler notre attachement au droit international humanitaire par le renouvellement de cette convention que nous avons avec l'Institut de San Remo. This partnership with Monaco started several years ago. It's not new because we are renew this partnership today. That we are part of this global vision of the problem that are coming from this conflict, humanitarian situation, starvation, and so on. Have this partnership is very important because give more reputation to our institute, because having so-called friend also Monaco is a good international business card for the institute that improve our way to engage countries for having more personnel that are attending our courses. So we are very proud of this partnership. Coup de projecteur à présent sur cette expérience immersive pour sensibiliser autrement les jeunes sur les risques en milieu festif. Tout au long de la semaine, près de 500 élèves de seconde de la Principauté participent à un escape game où chaque scénario permet de prendre conscience de certains dangers, mais aussi de découvrir les outils pour adopter un comportement responsable. Gaëtan Lebrun et Hugo Comassa se sont également prêtés au jeu. Voyez leur reportage. Alors j'ouvre le coffre devant vous, hein, bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est un éthylotest et ça sert à quoi? Les élèves sont plongés au cœur d'une enquête immersive. Commissariat, appartement d'étudiants, boîte de nuit ou encore scène d'accident. Chaque décor les confronte à des situations concrètes.
une façon interactive de comprendre les conséquences liées à la consommation d'alcool, de drogue ou à des comportements imprudents. On fait des actions, je dirais, classiques dans les écoles. Là, on a choisi à notre association, donc avec Fighted, la Croix-Rouge, BeSafe, de monter un escape game. Donc ça leur parle puisqu'ils doivent endosser un rôle, résoudre une énigme. Et à travers ce qui est assez ludique, on fait passer un tas de messages sur la prévention, sensibilisation, les risques. C'est très concret. Là-bas, vous avez une moto renversée. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut mettre un gilet, un casque? Donc c'est très important. Là, tous les élèves de seconde cette semaine vont passer par cet escape game. Et donc c'est très important pour nous de sensibiliser vraiment toute une population de cet âge-là. Ah, si on est en retard par rapport à l'autre équipe, ça sera sorti. Thomas a eu un grave accident hier, on ne sait pas ce qui s'est passé, alcool, stup, cannabis, gaz proto, vitesse, c'est à vous de le déterminer, pour ça vous avez 1 heure. Donc on la joue compétition, c'est un challenge chronométré, c'est hyper rythmé. Les jeunes se prennent au jeu parce qu'ils se sentent missionnés. Ils ont envie de sauver Thomas et sa bande de potes, de comprendre ce qui s'est passé. On a tous déjà vu des séries télé. On s'est dit quel est le criminel, qu'est-ce qu'il a fait. Et là en fait vous allez chercher les causes d'un accident de la route et on reprend toute l'accidentalité et toutes les solutions en principauté. Porté notamment par des acteurs comme BeSafe et Fighted Monaco, ce projet vise à aller au-delà de la simple prévention. C'est un outil de prévention qu'on a co-construit ensemble sur le scénario, sur les indices. Et pour revenir à Fighted, c'est une belle semaine de prévention. Ça permet de proposer à tous les jeunes de seconde de Monaco vraiment des rappels. Des rappels de sensibilisation, des rappels de bons gestes. Et en termes de santé sexuelle, on le sait, c'est un âge où évidemment on peut prendre des risques et on peut aussi se protéger. Donc l'escape game, il est aussi là pour rappeler ça. Addictif, j'en consomme, j'en reconsomme, j'en veux encore et je ne peux plus m'en lancer, je suis addict. Toutes les thématiques qui sont au niveau de l'escape game sont vraiment bien, surtout pour les étudiants. On voit qu'ils sont vraiment impliqués et c'est vrai que le fait qu'ils parlent aussi des dangers de l'alcool au volant, c'est super important pour nous. Consentement, sécurité routière, gestes qui sauvent, les élèves repartent avec des outils concrets pour faire face à des situations réelles. Le saviez-vous, l'Alliance française de Monaco fête cette année ses 100 ans. Plusieurs rendez-vous vont rythmer cet anniversaire. Christinda Petit-Homel et Alexa Vial ont par exemple assisté à une conférence à la Maison de France. Elle mettait en lumière les enjeux de transmission aux générations futures. Une conférence pour parler de l'avenir du patrimoine, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du centenaire de l'Alliance française, fondée en 1926, un anniversaire symbolique qui célébrait un siècle d'engagement en faveur de la langue et de la culture française. À l'invitation de son président, Jean-Yves Giraudon, l'ambassadeur de France en principauté, Jean Daussonville, est intervenu lors de cet événement pour expliquer comment préserver et surtout comment transmettre ce patrimoine. Je vais parler de transmission, mais en fait d'avenir, parce que finalement le patrimoine, c'est à la fois quelque chose qui nous réunit, qui nous rassure dans notre identité et qui nous ouvre au monde. Je pense en fait que c'est un très beau moyen de guérir notre angoisse de la mort. C'est en fait une sorte de passeport vers l'éternité. Puis je parle ici, à la Maison de France, pour le centenaire de l'Alliance française. Et la langue, c'est aussi un patrimoine, c'est-à-dire que comme le patrimoine, la langue est quelque chose de vivant, qui évolue, et puis qui est fragile. Le patrimoine est mortel, et précisément parce qu'il est vivant. Pilier essentiel donc de cet héritage, la langue française est depuis toujours en constante évolution. Le français que nous parlons actuellement n'est pas le français qui a été fixé à Villers-Cotterêts par François Ier et appliqué dans tous les décrets et dans tous les textes publics. Donc le français est en évolution, il est divers. Il est divers en France même, il est divers dans le monde. Il y a du français particulier au Canada, en Afrique du Nord. Donc voilà, donc nous avons conscience de cette évolution. N'importe comment, on ne peut pas arrêter l'évolution d'une langue. Il faut essayer peut-être de la maîtriser un peu, mais sans plus. Quant au patrimoine en général, qu'il soit immatériel, comme la langue française et la culture française, ou matériel, là encore, il y a beaucoup de discussions.
Face aux évolutions de la société, il est donc nécessaire de s'adapter, notamment pour toucher les jeunes générations et maintenir ce lien vivant. Depuis 100 ans, l'Alliance française joue ce rôle de passeur entre tradition et modernité, l'avenir du patrimoine reposant avant tout sur sa transmission. Et prochain rendez-vous le 30 mars à la Maison de France avec la présentation du livre de Jean-Yves Giraudon sur l'Alliance française de Monaco. Parlons d'un artiste à présent dont les œuvres ont tout un point commun. Elles véhiculent un message, celui de la protection de l'environnement. Philippe Pastor est un peintre et sculpteur engagé. On se souvient notamment de ces arbres brûlés qui sont aujourd'hui un symbole de la lutte contre la déforestation. La semaine dernière, l'artiste monégasque a présenté une œuvre issue de sa série Bleu monochrome à The European Fine Arts Fair de Maastricht. Celui qui se fait rare dans les médias a accepté d'être notre invité ce soir. Bonsoir Philippe Pastor. Bonsoir. Merci infiniment de nous accorder cette interview pour évoquer votre actualité. Une de vos œuvres était présentée tout récemment aux Pays-Bas, à la TEFAF, à Maastricht. Une œuvre inspirée par la Méditerranée et qui reflète votre engagement pour la protection de l'environnement. Ça fait une trentaine d'années que je peins en me dirigeant uniquement sur la nature. Sur la nature, sur les détails de la nature, sur les couleurs qu'on ne voit pas quand on passe à côté, sur tous ces petits détails, tous ces, par exemple les fougères qui tiennent absolument très bien sur les toiles sur presque une vingtaine d'années. C'est incroyable, on peut mélanger la peinture et la nature très très bien. Et d'ailleurs, tout ce qui est pigment vient de la nature, enfin, au départ, quoi. Mais il y a toujours un message derrière vos œuvres, Philippe. Oui, il y a un message, c'est toujours le même, c'est qu'aujourd'hui, on aurait plutôt intérêt à s'occuper dans notre environnement que de se préoccuper de faire des guerres et envoyer des fusées. Et selon vous, les artistes ont ce pouvoir de véhiculer ce message et d'inciter à s'engager pour notre planète? Moi, je travaille là-dessus parce que j'ai besoin de travailler là-dessus. Moi, je passe du temps à observer, vous voyez, à observer la nature. Donc, c'est un choix de vie. Et à le retranscrire dans vos œuvres. La TEFAF à Maastricht a reçu plus de 50 000 visiteurs. C'est dire aussi la puissance actuelle du marché de l'art. Oui, tout à fait, tout à fait. Et la puissance, quand il y a une véritable organisation. Il faut que tous ces événements soient des événements bien organisés. C'est pas tout de faire une foire machin, un truc machin, non. Il faut faire les choses bien comme ils le font là-bas. Et on précise à nos téléspectateurs que la TEFAF, c'est un rendez-vous très prestigieux. C'est l'un des plus grands salons mondiaux dédiés aux beaux-arts et aux antiquités. Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous savez, il y a les salons qui sont en gros pour le grand public et qui sont ouverts toujours le vendredi pour ce que j'appelle les spécialistes. Après, vous avez une ouverture au public, une ouverture aux gens qui peuvent aller se faire du bien, voir des tas de tableaux qui sont plus qu'intéressants et qu'on ne trouve pas dans nos galeries, on va dire, régionales et autres. Donc c'est un bel événement. Pour nous, c'est un événement qui est suivi par la galerie Voena depuis des années. Et on va dire que ça fait partie du circuit, quoi. Votre actualité, Philippe Pastor, vous a amené aussi du côté de Milan cet hiver, tout près de la fondation Prada. Qu'est-ce que vous gardez en mémoire de cette exposition? Oui, c'était très bien. L'idée de faire dans un local de plus de 400 mètres carrés un dîner à l'intérieur, en recevant des collectionneurs, en recevant des gens de Milan importants, ça marque le coup. D'ailleurs, on va reproduire l'événement à Londres
d'ici une année, parce qu'il faut, là, pareil, il faut une année pour préparer une exposition. Il ne faut pas croire qu'une expo, ça se prépare en 3 semaines, quoi. Et donc, on va faire la même idée, dans le sens où il y aura à la galerie des tableaux intéressants et vous aurez dans ce grand local des tableaux de 4 mètres par 4 mètres qui vont parler cette fois-ci plus du problème du pôle Nord, des glaciers, mais plutôt la suite de tous ces malheurs, enfin ces malheurs que nous organisons, hein, parce que bon, nous sommes les seuls responsables de tous ces malheurs. Et où est-ce que vous allez chercher votre inspiration, Philippe Pastor? On l'a bien compris, hein, c'est au contact de la nature que vous êtes. En travaillant sur la nature, je ne suis pas très souvent à Monaco. Parce que je ne peux pas être dans la nature et à Monaco. Malheureusement, j'ai essayé, mais c'est très difficile. Et je suis chez moi, j'ai une ferme du XVIIe siècle, c'est une vieille ferme. Voilà. Donc je suis là en ce moment, parce qu'il n'y a pas de touristes, il n'y a personne, et c'est bien pour aller voir la nature. La nature, il faut beaucoup la voir pour arriver à la comprendre, et puis surtout, à la reproduire. Eh bien, merci beaucoup Philippe Pastor d'avoir été avec nous ce soir et on suivra bien évidemment de près vos prochaines expositions, dont celle prévue à Londres l'an prochain. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Un autre artiste à présent à l'honneur dans ce journal, Sandra Guilbault, où Sandro a investi le musée d'anthropologie préhistorique pour une courte résidence artistique. Elle y a réalisé une œuvre monumentale inspirée de la pièce maîtresse du musée monégasque, le Mammouth. Fabien Bonilla, Marie-Ève Béé et Hugo Comassa ont suivi l'évolution de son travail. Sandra Guilbault, reconnue sous le nom de Sandro, est une artiste performeuse française née à Marseille. Elle est reconnue pour son style expressif. Elle propose au public des œuvres pleines de vie, inspirées par la nature et particulièrement les animaux. Ma première peinture de 2 mètres, c'était une grenouille, j'avais 12 ans. Et les animaux, ça m'a toujours inspirée depuis que je suis enfant. Et voilà, et c'est une passion en fait, hein, une passion avant tout. Et j'aime transmettre aussi un message, les animaux. Pourquoi? Mais parce qu'on est là aussi pour... je pense qu'on laisse une trace en tant qu'artiste. Et on peint aussi des animaux qui sont disparus, mais il y en a certains qui sont en voie de disparition. Et l'idée, c'est de sensibiliser aussi le public et d'essayer de les préserver à travers l'art. Tout commence d'abord par un croquis en petit format inspiré ici du mammouth exposé au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. L'étape suivante, une toile de 4 mètres sur 2. J'utilise donc des perches en fait, avec des pinceaux un peu larges et je peins directement à main levée. Donc là, pour ce format-là, je vais travailler directement au sol et à l'inspiration d'après mes croquis. Et au niveau de la peinture, c'est un peu comme de l'acrylique, sauf que là, on est parti vraiment sur une peinture 100% naturelle, avec des pigments et liants naturels. Elle a collaboré avec les plus grandes associations de protection de la nature et réalise des œuvres monumentales en performance pour des villes et des institutions, comme ici, au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, une performance en partenariat avec le musée archéologique de Saint-Raphaël. On travaille depuis longtemps avec le directeur du musée d'archéologique de Saint-Raphaël, Anne Joncheret, sur de nombreuses thématiques en fait, archéologiques. Et là, elle lance une exposition qui va s'appeler Faune à partir du 23 mai jusqu'au 30 septembre. Et on est partenaire scientifique. On va prêter des pièces originales, des reproductions. Et aujourd'hui, on accueille l'artiste Sandro qui va s'inspirer de nos collections pour cette exposition temporaire. Cette grande toile représentant le mammouth du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco partira très prochainement au musée archéologique de Saint-Raphaël pour l'exposition Faune qui ouvrira ses portes le 23 mai. C'est une tradition depuis 15 ans maintenant. La Fondation Prince-Pierre organise chaque année le coup de cœur des jeunes mélomanes. Un prix qui vient récompenser un compositeur de musique contemporaine jugé par des élèves de l'Académie de musique Régnier 3. Yannick de Bever et Alexandra Paolini ont assisté au processus de vote. Depuis 2011, la Fondation Prince-Pierre décerne le coup de cœur des jeunes mélomanes à un compositeur de musique contemporaine. Une action qui permet de mettre en valeur ce genre complexe et d'élargir la sensibilité musicale des élèves de l'Académie Régnier 3.
On est bombardé par un type d'art que son but principal, c'est l'économique. Et donc, s'il y a dans la musique commerciale un intérêt, c'est de vendre. Et ce n'est pas la bonne stratégie d'avoir une musique trop complexe. Et l'art contemporain, en général, implique de la concentration. Et ce sont des choses qui font de plus en plus défaut dans nos sociétés. Donc, c'est important pour nous, en tant que pédagogues, d'inciter les élèves à la réflexion et l'écoute concentrée. Avant de voter parmi 3 compositions présélectionnées par la Fondation Prince-Pierre, les jeunes mélomanes ont eu droit à un cours d'histoire. Il s'agissait de comprendre d'où vient la complexité de la musique contemporaine pour mieux l'analyser. Ce sont tous des élèves qui font déjà de la musique. Donc ils ont une approche un peu particulière puisqu'ils ont eux-mêmes, ils sont dans une démarche d'apprentissage et d'un instrument, donc la difficulté de faire de la musique, etc. Le professeur fait la relation entre les différents arts. La plupart des gens sont assez bien habitués avec l'art en général, à condition qu'on s'arrête au milieu du XXe siècle. Je trouve qu'elle est souvent un peu mystérieuse. Parce que même moi, quand j'essaye de faire des musiques un peu, on va dire, de gaieté, c'est compliqué. Parce qu'à chaque fois, ça rend un rendu qui est mystérieux avec du suspense. Mais en même temps, c'est plutôt bien parce que ça permet d'essayer de trouver des solutions et d'améliorer les travaux qu'on fait. Alors moi, j'ai voté pour la 3 parce que déjà, je suis passionnée du Japon. Et j'ai trouvé que c'était bien le thème de l'été avec toutes les lucioles et tout. C'était délicat, mais c'était aussi fort parfois. Chaque élève a pu mettre en avant sa sensibilité à travers son vote. Le gagnant du coup de cœur des jeunes mélomanes sera annoncé en octobre prochain lors d'une grande cérémonie. Le compositeur vainqueur se verra décerner un chèque de 6 000 €. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. À suivre les prévisions météo, puis tout l'art du cinéma, présenté par Fabien Bonilla et Vincent Vatrican. Les photos de fin de JT ce soir sont signées Frédéric Nébinger et sont consacrées à l'escape game organisé en milieu scolaire pour sensibiliser aux addictions. Passez une excellente soirée et à demain, 19 h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Bonsoir, ce mercredi 25 mars, vous commencerez votre journée avec un grand soleil. Pas de pluie à l'horizon, mais seulement 6 petits degrés. Dans l'après-midi, le thermomètre grimpe jusqu'à 22 degrés avec un ressenti proche des 25 sous le soleil. Attention cependant aux fortes rafales de vent, jusqu'à 70 km/h sont attendues sur la principauté, des vents qui gagneront en intensité dans la soirée. Mais bonne nouvelle, vous gagnerez 3 minutes de soleil. Autre point positif, la capacité de Monaco à s'approvisionner en eau avec ses propres sources. Le score est très bon, plus de 50% de vos consommations sont couvertes par les sources de la principauté. Mais rappelons tout de même que les bons gestes écologiques sont toujours les bienvenus. Une très belle soirée à vous.